Je pense que je vais démystifier d'autres trucs directement. On récupère pas plus de data avec le server-side parce qu'on contourne le RGPD. Ça, c'est faux. Si tu as ta plateforme de gestion de consentement qui te permet d'avoir 80% de tes données utilisateurs, alors côté serveur, au maximum, tu récupéreras 80% de tes données utilisateurs. La finalité, c'est que l'utilisateur, il a demandé à ce qu'on ne le traque pas. Que tu le traques côté serveur ou côté client, tu te mets en la loi. Par contre, ce que permet le server-side, ça va être de contourner les adblockers. L'utilisateur qui a ces technologies dans son navigateur, c'est là où tu vas potentiellement perdre 20% de données. Et la deuxième chose, c'est justement le côté iOS 14. Ça t'empêche pas de récupérer du volume de données, c'est juste que cette donnée, elle est moins qualitative, parce que vu que les cookies ont été supprimés au bout d'un jour, la donnée, elle sera quand même envoyée à Facebook, mais elle sera handicapée du cookie initial. Donc l'intérêt du server-side, c'est qu'on va venir prolonger la durée de vie des cookies, et du coup, on va pouvoir améliorer l'attribution. Salut Romain et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Trop content de t'avoir. Ça fait longtemps que j'ai pu parler à un expert en tracking comme toi. Et je pense que sur le podcast, j'ai quasiment pas abordé le sujet du tracking, qui est un vrai enjeu pour les entreprises depuis, je te dirais, 2, 3 ans avec la RGPD, la mise à jour d'iOS 14. Aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les cookies tiers sur Google. Et c'est vrai que c'est dur en fait d'avoir quelqu'un qui l'explique bien, qui maîtrise le sujet à fond. Donc je suis content de t'avoir pour en parler. Toi, tu es du coup, t'es indépendant, spécialisé dans les missions de tracking pour les entreprises. Je pense que tu sers tout type d'entreprise. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour l'audience, expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais, quel type de mission tu réalises, et nous parler de toi également. Et puis après, on enchaîne sur le sujet du tracking, sur vraiment comme je te disais au départ, sur les bases du tracking, et ensuite sur les enjeux de tracking en 2024 pour les entreprises. Parfait. Déjà, merci de m'avoir invité sur le podcast, que je connais depuis de nombreuses années. On se connaît depuis de nombreuses années, mais C'est vrai. si, pour me présenter, je suis consultant en tracking, analytique, data marketing. Donc pour donner un peu le contexte, moi, je mets en place des solutions de tracking, navigateur et serveur pour mes clients à destination d'enrichissement des algorithmes publicitaires et de monitoring. Donc on va y revenir, je pense, durant ce podcast. Et j'implémente des solutions analytics comme GA4, comme Piano Analytics, Matomo, notamment, avec tout ça dans un contexte RGPD, d'actualité en ce moment. Et j'ai un autre pan de mon métier, ça va être la partie plus data marketing, sur lequel je travaille avec ma conjointe qui est data analyst à son compte également. Donc moi, je vais m'occuper de centraliser des données type données analytiques, données CRM, données marketing, dans des entrepôts de données comme BigQuery. Et l'objectif derrière, c'est de faire de la data visualisation. Et donc faciliter la prise de décision pour des entreprises, sachant que les outils analytiques aujourd'hui, si on parle de GA4, sont pas toujours très simples à manier. Donc le fait d'avoir les données qu'on souhaite dans un reporting Ouais. automatisé, c'est toujours plus simple derrière pour prendre des bonnes décisions. Et elles sont dispersées aussi les données. C'est que tu as les données plateforme, tu as les données CMS, tu as les données CRM aussi. Ça fait quand même beaucoup d'endroits où tu peux retrouver tes données. Et de ce que j'ai compris, toi, tu réunis tout dans une seule et même plateforme pour te faciliter le travail et en plus c'est automatisé. Mm. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mm. C'est hyper compliqué parce qu'en plus, c'est donner d'une plateforme à une autre. Souvent, c'est des données différentes. Donc, c'est important d'amener de la pédagogie sur le fait que la donnée back-office, souvent, elle est exemptée au niveau RGPD, alors que Analytics, on va demander le consentement de l'utilisateur. Il y a des solutions qui permettent d'être en exemption de consentement également. Donc, on va retrouver des données qui sont souvent différentes entre les plateformes. Donc, il faut bien comprendre pourquoi elles le sont. Et après, moi, je travaille avec tout type d'entreprise, hein, essentiellement des e-commerçants, mais avec Ok. certains SaaS, certains sites en lead gen. J'ai pu accompagner des boîtes comme Allopneu, Tourneau Bucherer, Qsmity, Pyrenex, Bloon, Dijo. Voilà, hein, quelques noms sur la liste. Et c'est toujours un plaisir de travailler sur ces sujets-là qui changent énormément. On est sur un paysage en 2 ans. On voit que les enjeux ont Ouais. beaucoup changé. Il faut toujours s'adapter. Donc c'est une frustration et parfois, mais c'est aussi excitant. On parlait avec un confrère il n'y a pas très longtemps et ce domaine-là, c'est un puissant fond parce que de un, la data, on sait rien par rapport. Enfin moi, en tout cas, je sais que je sais rien par rapport à l'étendue du métier. Il y a du tracking, il y a de la data, il y a data engineering, data analytics, il y a tellement de choses. Et puis d'un côté, en se disant qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, en plus de ça, il y a un contexte
juridiques, politiques parfois avec les États-Unis. Et puis, il y a un contexte technologique qui est tout le temps en train de changer. Il y a quelques années, iOS 14.5, iOS 16 il n'y a pas très longtemps. On peut imaginer qu'à un moment donné, il y aura iOS 18, iOS 19 qui viendra mettre des bâtons dans les roues une nouvelle fois. Donc voilà, c'est challengeant, parfois un peu frustrant, Ouais. parce qu'on aurait tout le temps envie d'être un peu plus à l'avant, mais on fait ce qu'on peut. Ouais, mais c'est clair, comme tu dis, c'est un média qui a beaucoup évolué en quelques années. Et à cause du contexte politique, technologique, ça fait que c'est très difficile en fait de se baser sur ces acquis. Et je me rappelle quand moi j'ai commencé la publicité en ligne, bah, le tracking, ça se résumait à finalement installer des balises pour Google Analytics, installer ton pixel Facebook et ton tag sur Google, et c'était fait. Alors qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Tu as des termes dans tous les sens. Tu as bah, les termes de pixel, de tag. Tu as les cookies first party, les cookies tiers, pardon. Tu as les API de conversion. Tu as le tracking server-side. Ça fait, encore une fois, comme je te disais, beaucoup de termes. Je pense que j'aimerais bien, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier un peu tout ça. Parce Ouais, que c'est quand même un sujet qui est devenu assez complexe en quelques années. Euh, Peut-être commencer par la base. C'est quoi un pixel? ouais. Bah alors, justement, tu le disais, il y a quelques années, mettre en place du tracking, moi je le faisais en agence, j'étais head of growth, avant j'ai même travaillé dans de l'acquisition, donc j'étais pas directement dans la data, enfin, même si ça reste de la data, mais j'étais pas dans l'implémentation technique. Euh, on posait des pixels, et puis on mettait en place GTM, GA4, etc., enfin, Universal Analytics, et puis c'était à peu près ce qu'on mettait dans son compte GTM. Un pixel, en fait, c'est un morceau de code qui va récupérer des données, qui va charger une librairie type Facebook. Cette librairie, elle va exécuter des scripts sur le site. Et puis, elle va prendre des informations dans le navigateur qui vont être nécessaires euh, au bon fonctionnement de la plateforme en réception. Donc, c'est-à-dire que Facebook, pour bien attribuer des données, il va avoir besoin de l'adresse IP de l'utilisateur, typiquement bah, des informations de clics, informations identifiant utilisateur. Et puis, on va avoir toutes les valeurs qui vont être monétaires. Voilà, tout plein de valeurs qui vont être associées à l'action en question, à l'utilisateur, à son navigateur. Et donc, ça, c'est vraiment la philosophie d'un pixel. On met un pixel sur son Ouais. site, pixel Facebook, on le charge sur toutes les pages. Derrière, on va mettre certaines actions clés, typiquement l'achat, l'ajout au panier, un lead, etc. Et puis, dès qu'il y Ok. aura une action sur le site, on va envoyer une requête à Facebook, donc on déclenche une balise. Et puis, Facebook, il se sert. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Facebook prend les données matérielles de l'utilisateur, prend l'adresse IP, prend l'URL de la page, etc. En fait, c'est le pixel qui est programmé pour prendre ces informations-là. Donc le pixel, c'est une philosophie, je prends. Ok. Quand il y a une autre philosophie en face qui est l'API conversion, qui est je donne. Ouais. Donc d'un côté, on a un Ok, pixel qu'on intéressant. met côté navigateur. Il va prendre automatiquement des informations, il va poser des cookies tiers, donc on reviendra sur la notion de cookie juste après, Ouais, ça je veux bien, ouais. et, Hmm. et qui va poser et récupérer des cookies tiers sur les navigateurs qui le permettent. Et puis d'un côté, on a une API. Alors une API, c'est forcément une communication entre deux serveurs. Donc ça va pas jouer dans un Google Tag Manager classique, ça va jouer soit entre le CRM du client, soit entre le back-office du client et Facebook, soit avec des technologies comme Google Tag Manager server-side. Et là, on a une philosophie je donne, parce que l'API de Facebook, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir lui fournir. Donc, Hmm. l'API, elle se sert pas. C'est toi qui envoies une information au serveur de Facebook. Et Que, donc, que tu as envie de donner, ouais. Là, exactement. Est-ce que tu vas envoyer l'adresse IP? Alors forcément, Facebook la met dans les éléments, il me semble, nécessaires ou du moins hyper importants pour pouvoir retrouver un utilisateur. Mais est-ce que je vais envoyer le page location, l'URL? Est-ce que je vais l'envoyer, mais est-ce que je vais pas enlever certains paramètres? Par exemple, j'ai eu un client une fois qui euh, avait des informations personnelles dans l'URL. Donc, ok, sur une page de confirmation, il y avait l'email qui était affiché dans l'URL. Bah, quand on met un d'accord, ouais. pixel, Facebook prend automatiquement l'URL. Donc, forcément, l'adresse email, elle est envoyée en clair à Facebook. Versus avec l'API Hmm. conversion,
on va pouvoir dire, bah, quand il y a telle information dans l'URL, je la supprime et ensuite j'envoie l'information. Donc ça donne plus de contrôle parce qu'on sait ce qu'on envoie. Ok. Par contre, ça en vient à la notion de cookie, c'est-à-dire qu'il y a des cookies first party et des cookies third party. Donc pour rappel, un cookie first party, c'est un cookie qui est déposé par mon nom de domaine. Donc par exemple, je suis le site monsite.com. Bah, le cookie first party, il est déposé par monsite.com. Alors Ouais, qu'un cookie third party, il est écrit par Facebook. Donc quand vous c'est ça. mettez en place le pixel Facebook, vous avez deux cookies qui sont écrits dans un contexte first party. Donc c'est le cookie de clic et le cookie parameters, donc FBC, FBP. Et donc ça, c'est Ouais. mon site.com qui les dépose. Donc ces cookies-là, il n'y a pas de problème avec la fin des cookies tiers, etc. Par contre, Facebook, à côté, il dépose une dizaine d'autres cookies. Et l'intérêt à Facebook de faire ça, bah, ça va être de créer des audiences, de faire du matching, etc. Je passe du site 1 au site B. On imagine aujourd'hui qu'il y a à peu près, peut-être, j'ai pas les stats, je donne ça, je drop comme ça, mais j'imagine 60, 70, 80% des sites avec un pixel Facebook. Je passe d'un site avec pixel Facebook à un autre site avec pixel Facebook. Eh ben, le cookie Facebook va perdurer d'un site à un autre. Facebook sait Mais donc oui, il que reste, oui. tu es passé de tel site à tel site, que tu as acheté sur tel site et tel site. Et donc, Mhm. c'est la puissance des cookies tiers. Mais les cookies tiers, là, on est en février 2024. Dans quelques mois, c'est terminé. Et donc, il y a des alternatives à ça qui sont en train d'être mises en place. Et typiquement, aujourd'hui, un pixel Facebook, c'est extrêmement puissant sur Chrome. Ça l'est beaucoup plus qu'une API conversion dans un contexte classique. C'est-à-dire que si on ne contourne pas les adblockers, etc., c'est beaucoup plus Ouais. puissant un pixel Facebook qu'une API conversion. Parce que l'API conversion, elle s'appuie C'est pas sur les cookies tiers. Elle s'appuie uniquement sur les cookies first party. c'est ça. Mais justement, quand les cookies tiers sont bloqués par un navigateur par défaut, comme ça peut être le cas comme sur Safari ou sur un navigateur comme Brave, ou alors quand l'utilisateur ne donne pas son consentement pour l'utilisation des cookies tiers, là, ton pixel est moins puissant et récolte moins de data. Alors ouais, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la première chose, tu es sur Safari. Bon, bah t'as pas de cookies tiers, mais pas depuis un an, hein. Ça fait depuis 2017, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a plus de cookies tiers sur Safari. Bon, bah, Safari, on arrive à suivre des conversions sur Safari avec n'importe quelle régie publicitaire. Mais ce qui Ouais, émerge c'est depuis ça. quelques années, c'est les données personnelles. On va te demander, en contrepartie de ne pas envoyer de cookies tiers, d'envoyer une adresse email, d'envoyer un nom, un prénom, un numéro de téléphone en haché. L'intérêt de ça, c'est que si Facebook reçoit ton adresse email sur le site 1 et le reçoit sur le site 2, bah, ça va refaire le même fonctionnement que les cookies tiers. C'est-à-dire que l'utilisateur qui a acheté sur le site 1 et qui a acheté sur le site 2, ou qui est inscrit sur la newsletter du site 1 et a acheté sur le site 2, bon, bah, Facebook va savoir que c'est un seul et même utilisateur, donc va pouvoir créer des audiences à partir de ça. C'est beaucoup Ok. plus durable dans le temps parce que ton adresse email, tu vas pas la changer peut-être pendant 10 ans. Quand ton cookie tiers, quand tu passes de ton PC à ton téléphone, il dure pas. Par contre, c'est beaucoup plus Ça, c'est vrai. compliqué à récupérer parce que l'adresse email, il faut que tu la donnes. Alors que le cookie tiers, dès que tu Hmm. arrives sur le site, il est déposé, si tu donnes ton consentement. Il est déposé. C'est juste comme ton Donc ça, consentement. c'est la première chose. Et côté serveur, quand on parle d'API conversion, aujourd'hui, une API conversion où tu vas pas envoyer de données personnelles, va quand même être assez handicapé en termes d'efficacité, parce que Facebook va s'appuyer uniquement sur une adresse IP, sur un identifiant de cookie, Un et défiant de cookie, versus ouais. ça devient plus puissant quand tu vas envoyer ces données-là. Mais il faut se dire qu'on n'arrivera jamais à la puissance des cookies tiers avec des données personnelles, parce que là, il faut que l'utilisateur donne sa donnée. Ensuite, tu parlais de Hmm. consentement. Le consentement, c'est Oui. pour les cookies first, c'est pour les cookies tiers, c'est pour le server side comme c'est pour le client side. C'est pour le pixel comme c'est pour l'API. D'accord. Faut se dire que le D'accord. consentement, c'est vraiment le premier layer, la première couche, c'est de dire l'utilisateur donne son consentement, je peux le traquer à des fins marketing analytiques, sauf dans Mhm. des exceptions où imaginons l'utilisateur ne donne pas lui son consentement et je peux quand même le traquer, ça rentre dans les exemptions de Ah, c'est consentement. légal. Ah non, il y a des cas où c'est légal.
Tu utilises Ok, un d'accord. Ok, Matomo, tu ok. utilises un piano analytique en exemption de consentement, tu peux le faire en légalité. Ah, Par d'accord. contre, Ok, en ok, effet, d'accord. Ok. sur Facebook, c'est binaire. Facebook, l'utilisateur refuse de consentement, tu ne peux pas traquer via API, tu ne peux pas traquer via Pixel. Alors après, on sait Mais très après, ils bien que modélisent. Facebook ne modélise pas. Facebook modélise avec les données sur Safari, mais Facebook n'a pas de modélisation sans consentement. Aujourd'hui, peut-être que ça viendra en D'accord. Ok, évolution. ok, ok, Google a d'accord. un Ok. outil de modélisation. Mais quand tu dis Facebook modélise pas sur Safari, mais il modélise aussi sur les appareils iOS, vu le problème qu'il y a eu. Oui, en fait, Facebook fait de la modélisation sur le fait de retrouver des données sur les utilisateurs iOS, notamment avec ce qui s'est passé en En 2021. 2021 avec iOS 14.5. Pour donner un petit peu de rappel à ce qu'est iOS 14.5, avant iOS 14.5, sur Safari et iOS, un cookie, il avait une durée de vie, on va dire, illimitée. Enfin, on pouvait aller de manière illimitée. Et un cookie Facebook avait une durée de 28 jours. Ça, c'est la règle Facebook. Mhm. Quand je cliquais sur une publicité, donc j'avais mon cookie de clic qui avait une durée de 28 jours. Sur Google Ads, il avait une durée de 90 jours maximal. iOS 14.5 arrive et on a une durée de cookie qui est limitée, et que ce soit sur des cookies first ou des cookies tiers, qui est limitée à un jour si on clique depuis une source publicitaire, ou 7 jours si on vient d'une source sans UTM, sans Gclead, Facebook Lead, etc. Donc sans paramètres d'URL. Oui, je vois. Le truc, là où ça a tué le marché à ce moment-là, c'est que forcément, j'ai des clients qui ont 60% de trafic iOS Safari confondu. Ça veut dire que leur attribution, elle était limitée à un jour. C'est là que Facebook demande, en parallèle de ce qu'on a aujourd'hui avec la fin des cookies tiers sur tout ce qui est adresse email, etc. Facebook commence à demander l'adresse email parce que l'adresse email, si je suis connecté à un compte Facebook et que je transforme sur le site web avec la même adresse email, Facebook peut savoir que j'ai cliqué à l'origine il y a 7 jours et rattraper la publicité, rattraper Ouais, je vois, ouais. l'attribution à une publicité donnée. Donc ça a été une des solutions. Et puis en parallèle, alors sans rentrer trop dans des détails techniques, mais il y avait la possibilité d'avoir une conversion sur Safari qui permettait de remonter de la donnée, même si l'utilisateur avait refusé le tracking dans l'application. Enfin voilà, il y avait plusieurs cas comme ça, ce qui fait que Facebook avait la possibilité de faire de la modélisation. Ok, je comprends. Et l'intérêt du server-side avec l'API conversion, c'est qu'on a des moyens de contourner les systèmes de blocage Safari et d'avoir une attribution qui revient à 28 jours. Ça, c'est un des avantages Ok. d'utiliser l'API conversion quand c'est bien configuré. Mais c'est un jeu perpétuel de chat et de souris. iOS Ok. 14.5, Facebook empêche Il les doit cookies s'adapter. à 28 jours. On a derrière le tracking server-side qui permet de contrebalancer ça. Mars 2023, iOS 16.4. Du coup, ils viennent limiter la durée de vie des cookies, mais en server-side sur certains setups. On trouve un moyen de recontourner ça, mais en venant complexifier encore plus ce setup. Et puis peut-être qu'il faut se dire que dans 6 mois, on aura une nouvelle fois un nouveau blocage, et puis il y aura une nouvelle fois un moyen de contourner. Donc c'est un jeu de chat et de souris. C'est ça. Ça devient de plus C'est en plus ça. Ok. compliqué techniquement. D'accord. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est clair pour moi. Donc tu as parlé de iOS 14, iOS 16. Tu as aussi tout ce qui est ITP. On est d'accord, c'est un peu le iOS 14 de Safari. C'est ça en fait. ITP, c'est Intelligent Tracking Privacy, donc c'est un Ok. vaste euh, recueil de règles, on va dire regroupement de lois Safari, c'est-à-dire que il y a le RGPD avec des limitations, et puis il y a la privacy selon Apple. Apple, ils sont portés en évangélisateurs de la privacy, avec des Ouais. intérêts derrière de Ouais, c'est pour eux. protéger leurs données et Ouais. puis de les garder pour eux, hein, mais c'est avant tout C'est marketing, normal, on va c'est pas se normal. mentir. Hmm. Et ITP, c'est un des moyens de prévention pour empêcher la donnée, on va dire, des utilisateurs de sortir, ou du moins limiter leur propagation. Et ce qui se passe avec iOS 14.5, techniquement, c'est ITP.
ce qui se passe avec iOS 16.4, c'est ITP. C'est des évolutions à chaque fois d'ITP, et c'est des technologies qui empêchent le tracking, qui viennent prévenir le tracking pour faire de Safari et d'iOS à terme un environnement le plus fermé possible. On a un navigateur dont tu as Ouais, évoqué tout à l'heure qui s'appelle Brave, qui est ultra ouais, fermé en ouais. termes de tracking. On a moyen avec du tracking server-side avancé d'aller traquer sur Brave, mais il faut Mais, mettre en place des ouais. choses spécifiques. Sans ça, on peut pas traquer sur Brave, on peut pas charger GTM, on peut pas charger le pixel. On peut imaginer que dans quelques années, dans quelques mois, Safari, iOS prennent ce chemin-là pour, en argument marketing de 1, et puis surtout protéger derrière des intérêts financiers. Plus ils gardent leurs données, D'accord. derrière, tout ça, c'est de la publicité, Mm. hein, faut se dire aussi. Ouais, ouais, c'est clair avec l'App Store. Donc à t'écouter, ça va encore se complexifier dans les mois et années à venir, surtout sur les appareils Apple. Oui, surtout sur les appareils Apple, on a du mal à penser que ça vienne se complexifier sur côté Google. Google a pas l'intérêt aujourd'hui à fermer. Enfin, voilà, Ah oui, c'est il leurs y a plus outils, Google, oui. ça reste Google. Puis il faut se dire un truc, c'est que Google est il y a aussi pas mal de conflits d'intérêts avec Google, parce que Google fait de la publicité sur sa régie, enfin sur son navigateur de recherche, son navigateur de Bien sûr, recherche ouais. qui référence, qui référence Facebook, qui référence Des plein sites, d'autres ouais. régies qui gagnent de l'argent. Donc ils peuvent pas eux-mêmes fermer. La fin des cookies tiers, ça a été repoussé par Google parce que forcément ils y avaient des intérêts aussi, mais ça a été une complexité aussi de leur côté de ne pas rendre un écosystème trop fermé qui vienne devenir derrière un avantage anti-concurrentiel vis-à-vis des autres, des autres plateformes. Donc il y a- c'est toujours, on joue toujours sur des œufs. Nous, en tant que consultants, on suit. On parlera tout à l'heure de Privacy Sandbox, de fin des cookies tiers, mais honnêtement, on Ouais, je suit. voulais revenir après, ouais. On suit Ouais. ce qui se fait dans l'industrie parce qu'on subit plus qu'on peut faire des choses. Ouais, c'est ça. On C'est ça, s'adapte. tu dois attendre en fait d'avoir les informations et puis s'adapter ensuite. Mais bon, là il y a déjà des choses qui vont sortir dans les prochains mois et dont tu es déjà au courant et on va en reparler. Mais je voulais aussi revenir sur deux, trois autres termes qui sont importants. T'as tracking server-side, c'est un thème qui est beaucoup revenu en 2023 et je pense que pour beaucoup, et moi aussi compris au début, le confondait avec l'API de conversion. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux? Alors, l'API de conversion est un outil du tracking server-side. Le Voilà, tracking ouais. server-side, c'est en définition, c'est juste faire du tracking entre un serveur et un serveur. Quand on parle de Mm. tracking classique, on l'appelle aussi client-side, c'est le tracking entre le navigateur et le serveur de Facebook. Donc, au Mm. lieu d'envoyer, par Pixel. exemple, une requête Google Analytics depuis le navigateur de l'utilisateur et l'envoyer vers Analytics, à la place, on va envoyer vers son serveur de tracking. Et depuis Et ton qui va serveur de renvoyer tracking, tu vas envoyer l'API conversion, tu vas envoyer Google Ads côté serveur, tu vas envoyer ta plateforme d'affiliation qui est également côté serveur, TikTok Capi, Pinterest Capi, Snapchat Capi, parce que LinkedIn c'est Capi ça. depuis quelques Donc, temps. moi, ce que j'ai compris, c'est que tu crées ta propre plateforme data via ton propre serveur à toi et tu dois du coup payer ce serveur mensuellement. Mais qu'après, tu fais ce que tu veux à partir de ce serveur-là. Ouais, c'est Enfin, ce hyper que tu veux. intéressant le Tu thème que tu viens installes. de... Tu disais? Non, je dis, c'est hyper intéressant le mot que tu viens de dire. Tu crées ta plateforme data. C'est un échange que j'avais Ouais. avec Romain Berthe, qui est CEO d'Addingwell. Et on se disait que le tracking server-side, c'est un peu enfin, ce qu'est aujourd'hui GTM server-side, c'est un peu une future CDP. Alors, une CDP, c'est une Customer Data Platform. Ouais, customer. Et c'est un Ouais. groupement de données. On va pouvoir centraliser des données d'à droite à gauche et puis s'en servir derrière pour enrichir tel ou tel autre outil. Et techniquement, c'est ça. C'est Génial. une plateforme data qu'on vient créer. On vient créer, en fait, on vient envoyer des données depuis le navigateur, donc via la balise Google Analytics, par exemple, qui est dédiée à ça. Depuis ce serveur, on va pouvoir envoyer des données à Facebook, à Google Ads, à Google Analytics aussi, en passe-plat. C'est-à-dire qu'elle est récupérée côté serveur et puis après on retransmet vers Google Analytics. Mais on peut aussi Ouais. récupérer des données de sa propre base de données pour enrichir de données de marge, Voilà, le de données CRM. clients, Ouais. voilà, de données CRM. En fait, on peut, et ce en temps réel aujourd'hui, en fait, on peut centraliser des données de plusieurs sources et ensuite enrichir les algos publicitaires.
Moi, ce que j'adore, c'est que quand t'as ça, t'as, en quelque sorte, t'as un petit avantage concurrentiel par rapport à d'autres marques qui font pas la même chose et qui sont limitées juste par l'API de conversion. Tu vas prendre les données de ton site et les envoyer directement vers Facebook, mais sans les avoir enrichies auparavant. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le thème du tracking server-side. Ouais, il y a un vrai, il y a un vrai pouvoir là-dessus sur ce qui peut en être fait. Je dirais aujourd'hui l'avantage concurrentiel, sans doute, j'ai pas assez de retours pour te dire une marque par exemple qui a mis en place le server-side versus une marque qui l'a pas mis. Combien de chiffre d'affaires incrémental elle a récupéré? Parce que des données Oui, ça, supplémentaires, elle va en récupérer. Ça, c'est sûr et certain. On note souvent, on est dans la vingtaine de pourcents. Et je vais te dire pourquoi juste après, en fait, on récupère des données supplémentaires. Mais par contre, ok, l'incrémental, il est hyper compliqué d'avoir par exemple, à un mesurer. uplift, de se dire combien réellement. Parce qu'il faudrait avoir un monde parallèle où je l'ai pas mis pour savoir. Mais dans l'idée, on peut imaginer que plus tu envoies de data, plus ton algorithme apprend et plus il est efficace. C'est ça que je voulais dire, ouais. Par Vas-y, je te contre, laisse continuer. tu récupères plus de data. Et pourquoi tu récupères plus de data? Je pense que je vais démystifier deux trucs directement. On récupère pas plus de data Vas-y, je que t'en prie. server-side parce qu'on contourne le RGPD. Ça, c'est faux. Je vois passer des conneries comme ça parfois sur LinkedIn en disant l'intérêt du Ok. server-side, c'est de récupérer 100% des data. Non, si t'as ta plateforme de gestion de consentement qui te permet d'avoir 80% de tes données utilisateurs, alors côté serveur, au maximum, tu récupéreras 80% de tes données utilisateurs. Parce que si l'utilisateur ne donne pas son consentement, tu vas pas envoyer à Facebook que ce soit côté serveur ou côté client, c'est la même chose en fait. C'est la finalité, c'est que l'utilisateur, il a demandé à ce qu'on ne le traque pas. Donc que tu le traques côté Ouais, serveur ou côté client, tu te mets hors la loi. Par contre, ce que permet le server-side, ça va être de contourner les ad blockers. Les ad blockers, il y en a de plus en voilà. plus. Il y avait une étude qui était sortie, c'était un excellent article il me semble que c'était Vincent Lahaye chez Enes qui avait publié ça. Et il avait mentionné dedans une étude, il y avait 33% des utilisateurs français, et le chiffre date un peu, qui avaient un adblocker. Donc ça, c'est assez énorme. Il faut se dire que tous les adblockers n'empêchent pas de charger un script tel que Google Tag Manager. Pour autant, aujourd'hui, tu as Ghostery, donc qui est un adblocker quand même assez populaire. Tu as uBlock. L'utilisateur qui a ces technologies dans son navigateur, il ne charge pas GTM. Et donc, bah, forcément, pixel Facebook pas chargé, etc. Et c'est là où tu vas potentiellement perdre 20% de données. Souvent, c'est entre 6 et 15%, on va dire, de données qui sont perdues à cause des ad blockers. Et la deuxième chose, c'est justement le côté iOS 14. iOS 14, iOS 14.5 et 16.4 derrière, ça t'empêche pas de récupérer du volume de données, c'est juste que cette donnée, elle est moins qualitative, parce que vu que les cookies Ouais, ont été supprimés au bout d'un jour, si tu reviens au bout de 8 jours, par exemple, ouais, eh ben, la donnée, elle sera quand même envoyée à Facebook, mais elle sera handicapée du cookie initial. Donc l'intérêt du server-side, c'est qu'on va venir prolonger la durée de vie des cookies. Alors soit on va les ok. prolonger, soit on va les réécrire. On parle pas de cookies tiers, on parle bien de cookies first party. Et du coup, on va pouvoir améliorer l'attribution. Le server-side, par contre, c'est pas un outil qui permet de pallier à la fin des cookies tiers. D'accord. Ou du moins pas directement. Sur Facebook, il y a quelques avantages quand même à mettre en place le server-side, mais ce qui permet de survivre à la fin des cookies tiers, entre guillemets, on fait survivre, on fait que du marketing, hein, euh, c'est d'envoyer les adresses email en haché, c'est d'envoyer les numéros de téléphone en haché, c'est d'envoyer en fait des identifiants qui vont permettre à Facebook de remplacer, Facebook et autres, hein, de remplacer en fait l'identifiant qui était le cookie tiers. Donc voilà pour dégrossir un Ok, je peu. comprends. En résumé, le server-side, ça permet de contourner les adblockers, ça permet de contourner les dispositifs ITP, ça permet d'améliorer la web performance. C'est des sujets aussi en mars avec des évolutions Oui, au en niveau termes de rapidité indicateur. du site. Voilà, Hmm. j'ai moins de tags. Si je charge mon pixel Facebook depuis le serveur, parce il y a Dingwell qui a développé un tag assez intéressant qui permet de charger le pixel depuis le serveur, en plus de l'API. Comme ça, on a les deux dédupliqués. Ça permet d'économiser 500 KO de charge, par exemple, de poids C'est de quand même pas fichier. mal. Donc ça, si on cumule
le tag Snapchat, le tag Pinterest, le tag Meta, etc., On fait beaucoup bah, de tags, ouais. petit à petit, ça peut faire gagner du temps de chargement. Donc ça, c'est l'intérêt. Par contre, le server-side, c'est pas l'outil numéro un pour la fin des cookies tiers. Ça, c'est les informations personnelles. Donc suivi avancé des conversions sur Google Ads, qui peut être implémenté côté client, côté navigateur. Et puis correspondance avancée des événements côté Facebook, avec l'envoi des personal Et les information. données en haché, ouais. Voilà, Ouais. en haché, bien sûr. Haché, on n'en voit pas en clair. Et deuxième information, ça permet pas de contourner le RGPD. Il y a rien qui permet de contourner le RGPD. C'est insoluble. C'est une loi. Voilà. Ok, ça, c'est hyper clair. Très technique, mais très clair. C'est vrai qu'il y a peut-être une dernière chose qu'on n'a pas abordée, c'est tout ce qui concerne la déduplication des événements, parce qu'inévitablement, si tu commences à avoir des données qui partent vers ton server-side et des données du navigateur aussi, tu peux avoir des soucis à ce niveau-là, tu dois quand même être attentif. Ce que tu peux aussi nous expliquer, c'est quoi l'enjeu à ce niveau-là, et même également sur tout ce qui est qualité des événements, mais ça, je pense que c'est logique, c'est que plus tu envoies des données, et plus tu enrichis tes données, pardon, avec ta data plateforme, plus tes événements seront de qualité. Et bon, je veux bien que tu nous Ouais. expliques avec tes Alors propres termes, parce que je deux pense sujets que en je suis effet pas assez qui, bien. Hmm. bah, deux sujets qui sont hyper importants Oui, et importants dans comprendre ce que ça engendre. Moi, je vois beaucoup d'erreurs. Alors, parfois, c'est des erreurs beaucoup plus grosses, c'est-à-dire j'active sur Shopify ou sur WooCommerce ou PrestaShop une intégration native Facebook. Et puis j'ai mis en parallèle l'API conversion via GTM server side. Et puis j'ai un pixel. Donc là, en fait, j'envoie les données x4 et enfin, ou x4 ou x3. x4, on va dire parce que l'intégration Shopify envoie côté navigateur et côté serveur. Elle déduplique. Par contre, le reste n'est pas dédupliqué, donc les données, on se retrouve avec ça fait x2 ou des x3, oui. coûts par conversion qui sont exceptionnels. Le On client a est déjà eu content. ça pour un client. Ouais, Ouais, mais on a déjà eu ça pour un client, c'est qu'il fallait désactiver ce qui se passait sur Shopify. Je me rappelle, c'était tout ouais. bête, c'était juste couper un bouton. Ouais, Ah bah carrément, bah déjà c'est un truc à prendre, on parle de déduplication des événements. Quand on active du tracking server-side, quand on active du tracking via GTM, bien s'assurer qu'il n'y a pas une intégration qui se balade à côté, parce que parfois ça peut détériorer la donnée. Pour la déduplication, c'est simple, Facebook il va s'appuyer sur plusieurs paramètres. Il peut ouais, s'appuyer sur un identifiant utilisateur, il va s'appuyer sur le ouais. user ID si l'utilisateur est connecté, mais le numéro 1 qui va permettre l'identifiant numéro 1 qui va permettre une déduplication, c'est d'envoyer un ID d'événement. Donc en clair, Ok. quand on le génère côté serveur avec le template d'Addingwell, qui est très bien foutu, on active le pixel Facebook et l'API conversion côté serveur, et En même temps. renvoyer vers le navigateur le pixel Facebook, puis vers le serveur de Facebook, et puis côté serveur à serveur Facebook, on a l'API conversion. Donc on a les deux données qui partent de deux endroits différents, mais on a le pixel et l'API. Depuis le template est généré automatiquement un ID d'événement. Donc en gros, Facebook sait que depuis tel site web est arrivé à telle heure avec tel utilisateur, donc adresse IP, user agent, etc. Un ID, enfin deux événements, donc deux événements ajout au panier par exemple, qui correspondent au même ID d'événement. Donc là, il se dit c'est le même événement qui est envoyé depuis deux sources différentes, un pixel, une API, et il va dédupliquer. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la donnée qui est la plus intéressante pour lui, donc, typiquement, il va prendre les deux et puis il va sauvegarder un des deux hits, en fait. C'est la même chose pour toutes les plateformes. Donc, ça veut dire que quand on envoie un pixel, une donnée d'un pixel et une donnée de l'API conversion, il va bien falloir faire attention à avoir un événement, un ID d'événement qui va permettre à la plateforme en réception de savoir que l'événement envoyé avec le pixel et avec l'API, c'est le même. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il compte en double. Et quand il C'est compte ça. en Il y en a double, qui le font pas. Bah, ouais, ça pose problème. Après, comme tu dis, des solutions comme Adigwell qui le font déjà très bien pour toi, en fait. alors, c'est-à-dire que Addingwell, eux, ils hébergent les serveurs. Mais dans l'idée, ils fournissent un tag. Donc ça, c'est, on va dire, les équipes d'Addingwell qui bossent en R&D à côté pour améliorer, on va dire, l'expérience server-side. Et d'ailleurs, il y a un concurrent à eux, pour pas citer que Addingwell, même si je bosse beaucoup avec eux, mais il y a Stape qui fait pareil sur le marché. Donc qui met pas mal de templates. Des templates, en fait, c'est au lieu de coder directement en fait
le tag, parce qu'une API, c'est une suite de code, hein. Au lieu de le coder, en fait, il y a une interface visuelle où on a juste à rentrer quelques ID, on sait à quel moment on le déclenche, et puis ça va envoyer l'information. Si tu regardes la documentation de l'API Facebook, bon, bah, c'est beaucoup plus imbitable parce que tu as plein de règles à respecter et puis plein de données à envoyer. Ça te fait des morceaux de code gros comme ça pour rentrer dans la caméra. Ouais. Mais, euh, mais dans l'idée, eux, ils mettent à dispo des templates. Il y en a d'autres qui mettent à dispo des templates. Il n'y a pas qu'Addingwell, il n'y a pas que Stape. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien codé. Dedans, il y a directement l'event ID qui se met manuellement. Après, si tu veux pas utiliser leur Ah, template ok. et que tu veux mettre côté navigateur et côté serveur de manière dissociée les deux balises, bah, il va falloir que tu envoies le même ID d'événement côté navigateur que côté serveur pour qu'en réception, Facebook, Pinterest, TikTok, etc. euh, sachent que c'était le même événement à l'origine et en vire un des deux. Ok, j'ai compris. Ça, c'était pour répondre du coup à la partie event, enfin déduplication. Et puis tu m'as posé une autre question qui était la correspondance. Alors ça, c'est un piège pour moi. C'est un Ok. piège malin de Facebook. C'est-à-dire que Facebook va donner une note à ce que tu envoies comme information. Alors Mm. si tu envoies un hit, sans adresse email ni rien, souvent il va te dire que ton événement est en qualité médiocre. Ouais, ouais. Et si tu es en excellent, souvent, c'est parce que tu envoies l'adresse email, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, Oui, l'adresse, l'adresse enfin voilà. postale, ouais. Tu Ouais, envoies toute la ouais. panoplie et Facebook est content et récupère le maximum de données. J'ai fait l'expérience Exact. avec une Ouais. erreur que j'avais faite une fois. Il y a longtemps, j'étais en train d'expérimenter tout ça et j'avais en fait, j'avais un format dans mon data layer. Donc, le data layer, c'est la couche de données. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que met à disposition mon site web pour le tracking. Et en gros, j'avais mes adresses, enfin, la variable first name, last name, email, etc., qui était peuplée vide lorsque l'utilisateur remplissait rien. Ce qu'il faut D'accord, ouais. comprendre, c'est quand ça arrive côté serveur, le tag va hacher les données. Et un caractère vide, eh ben, si on lui demande de le hacher, il va le hacher et il va l'envoyer Ouais. comme si c'était une adresse email. Ouais, alors qu'il y Facebook a rien. réceptionnait ces données-là et donnait une note excellente. Donc, Alors qu'il y avait rien qui est remonté. il n'y a rien qui remontait. Sauf que Facebook avait l'information dans le hit, comme quoi il y avait l'email, le first name, le last name, etc. Donc, il faut plus le voir comme un compteur du nombre du volume d'événements que tu envoies plus que de la qualité. C'est ça qui est dommage. C'est qu'aujourd'hui, Facebook ne te dit pas j'ai 100% de matching, enfin non, ce serait une connerie, j'ai 40% des emails que tu m'envoies qui sont de qualité à me Oui. permettre de recouper avec ma propre base de données. Mais pourquoi il le fait Ça pas, te dit pas. Facebook, ça? Moi, je pense Ah, que parce Facebook, que il le fait pas parce qu'il se rendrait ouais. compte que tu as certaines données que tu lui envoies qui servent à rien. Mais oui, bien sûr, parce que tout le monde, enfin, l'adresse email qu'on utilise sur Facebook aujourd'hui, enfin, moi, c'est que j'utilise sur Facebook, que j'ai utilisé pour créer mon compte il y a 13 ans. Je l'utilise plus aujourd'hui pour remplir des formulaires sur des sites, tu vois, ou faire des achats. Bah, encore, l'adresse email, à la limite, elle va se justifier parce qu'en plus de ça, ça va être un identifiant unique pour l'utilisateur. Mais tu peux Mm. aller, par exemple, envoyer jusqu'à la date de naissance de l'utilisateur, son Ouais, ouais, genre, ouais, j'ai vu. tu peux envoyer son adresse. Est-ce que le fait d'envoyer l'adresse de l'utilisateur, ça va vraiment permettre de retrouver un utilisateur spécifique? Je pense qu'aujourd'hui, envoyer le numéro de téléphone et envoyer l'email, c'est C'est déjà suffisant. suffisant. Tu peux aller un petit peu plus loin en envoyant le first name, le last name, mais honnêtement, les deux Pas premiers besoin de déjà te plus. permettent de recouper assez de données. Et puis tu as un autre cas où tu vas avoir une mauvaise notation, bah, faut se dire un truc, c'est que la donnée, on l'invente pas. Et quand tu as des plateformes qui te disent, parce que j'ai vu passer ça aussi à un moment donné sur LinkedIn, tu as des plateformes qui te disent, moi j'ai 100% j'ai tous les événements qui sont excellents. Le page vue, le vue produit, le lead, tous les événements, l'add to wishlist, etc., sont en notation excellent. C'est tout bonnement impossible parce que ça voudrait dire que dans 100% des cas, ton utilisateur est connecté. Quand un utilisateur il arrive sur ton site, tu l'as pas l'adresse email, tu l'as pas le numéro de téléphone. S'il ne le donne pas, tu as ces informations-là Bien si sûr, ouais, bien l'utilisateur sûr, a bien créé sûr. un compte client et s'est connecté, ou Ouais, bien a sûr. acheté ou s'inscrit à la newsletter. Mais Bien sûr. sinon, tu l'as pas.
Donc tu pourras jamais avoir une qualité excellente partout. À la limite, regarder ça, ça peut être intéressant parce que tu peux te rendre compte que sur les achats, par exemple, tu n'envoies pas d'adresse email ou tu n'envoies pas de numéro de téléphone, et puis tu pourrais dire, tu pourrais augmenter potentiellement ton matching avec ça. Moi, Mais c'est dans exactement ce l'idée... que je dis, tu vois, quand je fais des audits. Ouais, je t'en prie. Hmm. Non, non, vas-y, c'était bon. Non, je disais, quand je fais des audits de compte, je regarde le pixel, l'installation du tracking, si c'est en server-side, c'est juste en API, et je regarde la qualité de l'événement achat, et je me dis, ben, plus elle est élevée, mieux c'est pour le client, même si, mais comme tu dis, derrière, la qualité, c'est pas réellement, enfin, c'est pas vraiment, c'est la qualité de l'événement, ou c'est plutôt la quantité de paramètres que tu ajoutes à ton événement, quoi. Mais je regarde si, en effet, l'adresse email se trouve dans les paramètres qui sont envoyés avec l'événement, tu vois. Ça, je regarde. Je pense que c'est le bon réflexe. Et puis, en effet, l'achat, c'est vraiment l'événement regardé. On a tendance à Facebook, par rapport à Google Ads, à envoyer toute la panoplie d'événements qui est demandée, enfin, qui est recommandée par Facebook, les événements standards. Donc, on envoie la vue de page produit, on envoie l'ajout au panier, le begging checkout, enfin, le paiement initié, l'ajout des informations de paiement. Mais en réalité, tes campagnes, dans 90% des cas, tu les optimises sur l'achat. Donc, l'événement qui est important, c'est Bien l'achat. sûr. Le C'est reste, ça l'achat, va te ouais. servir à faire des audiences, de remarketing ou autre. Oui, Mais dans l'idée, l'événement qui est important et regarder que tu envoies bien les bonnes infos, c'est sur l'achat. c'est ça. C'est surtout que ça va permettre d'optimiser tes campagnes, et c'est important de l'expliquer pour les auditeurs, parce que bah, tu expliquais que tu travailles principalement avec des e-commerçants. Donc du coup, c'est l'événement achat qu'il faut aller le mieux traquer et le mieux enrichir pour Facebook, Google et les autres plateformes, parce que c'est là-dessus qu'on va optimiser, qu'on va donner de l'info aux algorithmes bah, des plateformes pour qu'elles Hmm. optimisent pour nous. Ouais, c'est ça. Souvent, tu as 3-4 événements, tout compris, qui comptent vraiment. Pour le e-commerce, c'est l'achat. Pour le SaaS, souvent, ça va être un start trial Oui, ou un oui, événement de formulaire, de demande de démo. Et puis, pour un site de génération de prospects, tu vas être sur du formulaire renseigné. Souvent, c'est c'est ça. vraiment ces 3-4 événements-là qui sont les plus importants. Si tu regardes tous les comptes Facebook que vous pouvez avoir chez DHS, je pense que honnêtement, vous devez optimiser la plupart de ces comptes-là sur base de ces Sur événements-là. l'achat ou lead. Mm. Sur l'achat ou lead, généralement. Ok. Bon, je vois qu'on a quand même pas mal fait le tour sur les termes et sur, on va dire, les bases du tracking aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu vois qui sont importantes à expliquer, peut-être sur l'installation du tracking, soit de server-side, soit tapis de conversion, Pixel, bon, il y en a encore qui l'ont peut-être pas encore installé. Il y a des choses que tu recommandes ou recommandes pas, avant qu'on passe plutôt aux enjeux pour 2024 en termes de tracking. Alors, j'ai toujours envie de dire, moi, je recommande pas forcément de passer. Et d'un côté, on va se dire, ah bah oui, c'est normal, c'est son fonds de commerce, il est consultant. Moi, je recommande pas forcément de Bien passer sûr. par des intégrations Shopify direct. Pourquoi? C'est ça que je veux savoir, c'est pour que les gens comprennent. Shopify, par contre, c'est toujours pareil. C'est une question de budget, c'est une question de plein de choses. Quand tu lances sur Shopify, payer une prestation de tracking, bon, bah, tu as peut-être ton argent à mettre ailleurs. Et en effet, ça va faire le travail jusqu'à un certain niveau. Ouais. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu as une API conversion qui est un peu fausse sur Shopify. Euh, enfin, elle est pas exhaustive comme tu peux l'avoir sur du GTM server-side. Déjà, de 1, avec Shopify, tu n'as aucune maîtrise. C'est-à-dire que tu actives le maximum, et puis on parlait tout à l'heure de données envoyées. Là, tu peux pas dire, moi, je veux envoyer telle donnée et je veux pas envoyer telle donnée. Mon DPO On regarde tout. m'autorise à envoyer l'email, mais m'a dit, par contre, on n'envoie pas le first name et le last name. Bon, bah ça, avec l'intégration Shopify, tu le maîtrises pas. C'est un tout ou rien. Deuxièmement, tu maîtrises pas les événements que tu envoies. C'est-à-dire que lui, il part du principe que tu vas envoyer toute la batterie d'événements e-commerce standard, et puis si tu veux envoyer des événements supplémentaires via l'API, tu peux pas le faire. Tu peux pas Tu envoyer peux un pas le faire, ouais. subscribe newsletter, un sign up, un logging, sign up logging, non ils y sont pas, il me semble. C'est dommage, ouais. Mm. Tu vas pas pouvoir personnaliser la remontée d'événements. Mais jusqu'à là, tu as envie de te dire, bon, c'est du détail, moi j'ai pas de DPO, j'ai pas de... enfin, je m'en fiche de ces De... événements-là. On a dit tout à l'heure, le principal c'est l'achat. Le Ouais, truc, c'est que, une nouvelle fois, c'est toujours une question de iOS 14.5 plus Safari, enfin iOS et Safari 16.4 et 14.5. Donc déjà, de 1, tu vas avoir le contournement de tout ce qui se passe sur Safari iOS. Ton attribution, certes, te envoie en serveur to serveur, mais ton attribution n'est pas forcément améliorée. C'est-à-dire que tes cookies, ils ne sont pas forcément réécrits,
ils ne sont pas forcément, ils sont pas forcément soit réécrits, soit prolongés avec des intégrations comme ça. Enfin, je dirais même, c'est sûr, ils sont pas prolongés, ils sont pas réécrits. Ce qui fait que tu as une attribution qui reste limitée à 1 jour ou 7 jours. Ok. Pourtant, tu envoies du serveur to serveur, donc c'est pour ça que tu as le bon API conversion et le mauvais API conversion. C'est-à-dire que l'API conversion, on peut le mettre en place. Tu peux mettre en place du server-side, mais derrière, il faut mettre en place des choses spécifiques pour contourner les adblockers. Et ça amène à mon deuxième point, c'est que Ouais. vu que tu contournes pas les adblockers, la dépose de ton cookie initial n'est pas forcément faite avec ces intégrations-là. Elle n'est pas, ce cookie-là ne perdure pas sur Safari plus de 1 jour ou 7 jours suivant la source. Sur iOS. Oui, Safari Ouais. et iOS, hein, bien noté. Parce qu'on dit Safari et iOS, mais Safari sur Mac, iOS, c'est iOS et iPadOS, Oui, oui. c'est l'intégralité des navigateurs. Donc, c'est-à-dire que moi, sur iPad, par exemple, j'utilise Chrome. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent des iPads aujourd'hui. À titre professionnel, j'en utilise un. On va dire. Ouais. J'utilise Chrome. Ben, j'ai les mêmes règles sur Chrome que je vais les avoir sur Safari sur mon Mac. Tout navigateur sur iOS C'est ça. et iPadOS est concerné. Donc, Ouais. Moi, après, j'ai compris quand tu ça, as ouais. un iPhone, la plupart du temps, les gens utilisent Safari, hein, mais dans l'idée, ça concerne tous les navigateurs. Ok. Donc Bon, tout voilà, ça je pour t'avais dire coupé que là-dessus parce que oui, je voulais être précis. ouais, tout ça pour dire ouais que en fait tu n'as pas une puissance, que tu n'as pas la liberté et la puissance du server side sur une intégration Shopify, même si ça fait du serveur to serveur, ça fait bien le travail en début. Après, quand tu commences à avoir des gros budgets, que tu as des objectifs spécifiques, que tu commences à faire comme certains clients, des campagnes sur des formulaires à côté pour faire de l'embasement en plus, bon bah là, t'es limité quoi. Et puis une nouvelle fois, c'est D'accord. un use case, mais derrière, tu as le server side, c'est GA4, c'est d'autres use cases que juste l'API. Après, pour intégrer tout ça, bah, j'ai envie de dire que c'est de plus en plus complexe. Je veux pas faire le mec qui dit c'est impossible à faire ou quoi que ce soit. De Disons faire seul, ouais. qu'aujourd'hui, Ouais. si vous souhaitez apprendre du tracking server-side, il y a des ressources sur Internet. Euh, Ouais. Moi, on a tous que server-side tracking, ça a 2 ans et demi avec Google. C'est beaucoup. Sinon, ça, faire du serveur to serveur, ça date depuis des années. Mais avec GTM, ça a 2 ans et demi. Donc, c'est une techno qui est assez nouvelle. C'est Moi, personnellement, à l'époque, j'ai c'est appris vrai, ouais. avec des mecs comme Simo Ava. Ils sont des experts en tracking. Donc, tu pourras peut-être mettre dans les ressources du podcast. Mais Simo Ava, c'est un des ponts du tracking à l'échelle mondiale. Il a un blog qui est très bien foutu. Il a une formation qui est très bien foutue. Euh, donc formation, mais qui est C'est très un, c'est technique, un, très avancée. Donc, et c'est un français, du coup? Juste pour, non, finlandais. Donc en formation en anglais. finlandais, En fait, d'accord. il faut se dire un truc. Donc c'est en Aujourd'hui, anglais, ok. formation en français sur le server side, vous pouvez chercher. Vous allez trouver des Il bribes. n'y a pas. Vous allez trouver une vidéo YouTube, vous allez trouver un blog qui va faire un article dessus, des très bons blogs, hein, des bonnes agences françaises qui font du bon contenu, mais vous n'allez pas trouver du Un contenu truc. vraiment de A à Z qui te dit vraiment. Il y en a qui vont faire des vidéos et puis à la fin ils vont dire oui, bon là c'est un cas spécifique, mais si vous voulez vraiment aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Bon, c'est le business, hein. D'accord, je Et dans comprends. Ouais. l'idée, si tu veux vraiment apprendre, ressources en anglais aujourd'hui. Donc 6 mots D'accord, je Ava, comprends. Analytics Mania, c'est Julius Ferrodovicius. C'est pour les personnes qui s'intéressent un peu au tracking, c'est une super chaîne YouTube. Et là, pareil, une formation qui est plus globale GTM, qui est très bien foutue. Et puis avec Bruno Guyot, qui est un de mes collègues, on va monter une formation server-side GTM parce que c'est beaucoup demandé pour notre communauté. C'est une communauté en gros très axée SIA, Google Ads. Bien On a sûr. sorti des formations Google Analytics cette année. On va aller plus loin avec de la formation server-side et de la formation tracking même de base. Ça demande du temps la formation, donc forcément on ne peut pas sortir ça au pied levé. Puis on fait ça à côté de notre activité qui est le consulting, donc voilà, Ouais. c'est toujours un peu de temps. Toi tu Et connais ça aussi, tu le fais ouais, avec, je l'ai fait aussi, c'est vraiment dur. avec ton Avec ma book. formation, c'est vraiment dur. Parce que moi, je dois la mettre à jour, et vous, je pense aussi, vous allez mettre à jour, mais c'est aussi des gros modules. Enfin, je pense une formation sur le tracking, server-side, c'est pas un truc que tu fais en 2 heures, peut-être en 15, 20 heures. Donc, Ouais, bah pour expliquer tout c'est ça. le volume, hein, c'est le volume. Par exemple, Simo Ava, sa formation, elle doit faire une dizaine d'heures. Mais le truc, c'est que tu Ok. n'arrives pas dans sa formation sans avoir En un étant niveau débutant. de base de GTM. Il le dit d'ailleurs, hein, si tu maîtrises pas GTM,
C'est D'accord. compliqué d'arriver là-dessus. Donc, c'est des formations où ça t'amène à un gros niveau si t'es pas débutant. Tout son contenu qu'il peut faire, il y a des excellents Slack aussi pour les personnes qui veulent. Il y a un Slack qui s'appelle Mesure Chat qui regroupe la grosse communauté internationale des personnes qui font du tracking et il y a des super ressources là-dessus. Mais une nouvelle fois, aujourd'hui, si tu veux vraiment prendre un niveau, il faut avoir l'esprit des merdes. Alors qu'aujourd'hui, en Facebook, en Google Ads, etc., il y a quand même pas mal de ressources en France qui permettent de passer ce niveau. Donc pour revenir à comment implémenter ça, bah, On est bifurqué. j'ai envie de dire, il y a des... Si vraiment, from scratch, euh, passer par Addingwell, par State pour update, pour mettre en place ces serveurs, c'est déjà une bonne première étape. Il y a des personnes chez eux qui peuvent mettre Ça le peut aider, ouais. premier pied à l'étrier, mais c'est pas leur métier. Eux, ils vendent du logiciel, donc enfin, du moins ils vendent du service, ils vendent de l'instance serveur et puis avec une interface logicielle. C'est pas leur métier. J'ai envie de dire que bah, n'hésitez pas à passer par des consultants si vous voulez vous faire accompagner, ça c'est sûr. Mais parfois c'est l'agence aussi qui a le savoir-faire en interne. Je pense aujourd'hui, le seul truc qu'il faut pas faire, c'est de faire des conneries. C'est-à-dire que si, parce qu'on le disait tout à l'heure, en fait, tu peux vite te retrouver avec des conversions x4 et pour avoir eu le cas une fois, j'ai eu un exemple, on dérive un peu, mais j'ai eu un exemple une fois d'un client où j'ai Pas de remis souci. propre le tracking et pendant 3 semaines, ça a flingué ses performances publicitaires. Ah ouais, mince. Ouais, parce que Alors ouais, il y c'est, avait trois en fois moins fait, de données, donc, ou deux fois moins de données, ouais. exactement. En fait, il avait x4 en vente. Vraiment, hein, x4. Il avait un compte, c'était un truc style segmétrique quand il utilisait les données, qui était en conversion principale. Donc là, je parle pour Google Ads. Il avait les données Universal Analytics, les données GA4, qui étaient en principal aussi. Donc déjà, on a la vente x3. Et puis, on avait la balise Google Ads classique. Donc les données qui arrivaient x4. Alors parfois, suivant l'ad blocker ou autre, la donnée, elle était peut-être x3 ou x2. Mais dans l'idée, elle était beaucoup plus élevée. Tu mets à niveau le Beaucoup plus élevé, ouais. tracking, tu passes de x4 à x1. D'accord. Bah après, quand c'est comme ça, tout l'apprentissage qu'a eu l'algorithme pendant des mois, des mois et des mois, il est biaisé. Et quand c'est que enfin, c'est un travail de fond derrière du média buyer de remettre comme il faut. Mais c'est pour ça que parfois, vaut mieux faire les choses bien dès le début que de Ouais, partir sur un n'importe quoi qui tient à peu près la route, mais à un moment donné qui t'empêche de scaler parce que bah, quand t'as pas les bons signaux, c'est compliqué, surtout quand tu vas commencer bien à sûr. augmenter les budgets. Et puis le jour où tu remets tout bien, bah, si tu passes de x4 à x1 ou x1,5 parce que t'as un tracking qui est mieux, c'est pas la même. Donc, Il y a plusieurs choses que tu as dit qui sont intéressantes. Finalement, tu vois, c'est t'as dit par exemple que bah, il faut pas faire n'importe quoi en termes d'installation, que passer par les intégrations natives type Shopify, WordPress, c'est pas l'idéal parce que tu contrôles pas exactement ce qu'ils vont envoyer comme événement, comme paramètre, et qu'en plus de ça, t'as un souci avec les ad blockers où tu n'arrives pas à le contourner, donc là tu perds encore de la data. Et donc du coup, quand tu installes le tracking server-side, ben, soit tu le fais faire par un pro, soit tu le fais toi-même, mais en passant par des adding web où ça te facilite un peu le travail, mais c'est quand même un truc qui reste globalement technique. Je sais pas si ça résume ce que tu as dit, mais ouais, hmm, c'est ça, ça reste technique. Alors moi-même, hein, je passe par Addingwell pour héberger les serveurs parce que ça coûte moins cher aux clients in fine. C'est aussi avoir un support, c'est aussi avoir des use cases qui sont éprouvés sur l'intégralité de leurs clients. Mais j'ai des confrères qui passent chez Stape, il y a et puis on peut monter ses propres instances serveurs, c'est juste que derrière, il faut les maintenir. ça aussi, ouais. Mais Il faut les le maintenir, ouais. vrai débutant qui souhaite mettre en place du Facebook Ads, vaut mieux qu'il passe par des intégrations Shopify, WordPress, etc., même si c'est pas parfait. Vaut Il n'y a mieux pas à faire dire, ouais. ça Ouais. que de jouer à l'apprenti sorcier. Et à la limite, jouer à l'apprenti sorcier, il faut le faire sur le domaine de pré-prod, tester des choses, voir si ça fonctionne. Je pense que la personne qui est chez l'annonceur ou qui est en agence qui souhaite scaler sur ces sujets-là, bah, se monter un Shopify de démo, essayer de comprendre tous les rouages, se former. Mais c'est comme tout, en fait. Tu lances pas des campagnes Facebook avec des budgets conséquents avec une personne qui en a jamais fait. Enfin, Même chose, ouais. c'est pas Même chose. logique. Tu prends pas le.
pour gérer des campagnes, tu prends pas la personne qui à peine vient d'arriver, tu lui dis bah écoute, tu vas gérer, qui est junior bien entendu, parce qu'un senior il serait capable, mais tu vas gérer tant de millions de budget publicitaire à l'année et puis t'as pas de formation. La personne forcément à faire des conneries. Même chose, Bah, c'est c'est la même pareil avec chose. le Oui, mais tracking. pourtant, il y en a qui se disent qu'ils peuvent, ouais, il y en a qui se disent qu'ils peuvent le faire, alors que les intégrations suffisent et ils se disent que c'est ok, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin alors que c'est une ère de la guerre. Hmm. C'est le nerf de la guerre. Je pense que tu le dis, ça clôture bien le truc, c'est le nerf de la guerre. La data aujourd'hui, les algos, ils s'appuient que sur ça. Avant, tu faisais des Ça fait trucs sur ça, ouais. ultra segmentés. Dans Google Ads, tu mettais tout. Tu peux encore le faire sur certains cas, mais tu vois bien là, on est quand même plus à une ère où on balance de la Automatisé. donnée aux algos, et puis derrière, c'est du broad match, et puis derrière, ton algo, il va apprendre tout seul. T'es plus à faire 25 groupes d'annonces et aller chercher, optimiser sur un mot-clé particulier. Bon, j'ai des confrères chez Blaise et Bruno qui le font encore sur certains cas, hein, ça marche encore sur certains cas précis. Mais quand tu Mais regardes ouais, c'est moins aujourd'hui, fréquent. voilà, c'est vraiment parce que c'est un cas spécifique. Aujourd'hui, on est sur une ère de perf max, Du sur broad. Facebook Ads, c'est du broad, c'est le fameux Power 5, même si ça a dû un petit peu se modifier ces Oh, ça a changé, derniers ça mois, s'appelle mais c'est Performance 5 maintenant. Hmm. voilà, mais c'est les piliers, quoi. C'est de la bonne data, du broad, et Simplification de compte, ouais, non, il y a plein de trucs comme ça. exactement. C'est clair. Hmm. Bon, je vois que le temps file. En tout cas, c'est hyper clair et hyper agréable de discuter avec toi. Par contre, je me disais, il Idem. faut qu'on discute quand même de l'avenir de Ouais, 2024. Enfin, l'avenir, enfin, c'est le présent finalement, de ce qui va se passer prochainement. Donc, on a parlé, bah, voilà, de la fin des cookies tiers, on a parlé d'iOS 14, on a parlé de l'ITP. Donc, t'as un peu expliqué ce que c'était, les ad blockers, les RGPD. Il va se passer quoi maintenant, genre en 2024, peut-être même 2025, qui va faire que on aura des nouveaux enjeux et qu'il faudra s'adapter, changer des choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Sur ce que toi tu sais en fait actuellement. ouais. Alors, je sais des choses, mais j'ai envie de dire, j'en sais pas beaucoup plus que le commun des mortels, Ok. qui s'intéresse à ça. Dans l'idée, pour résumer, aujourd'hui, on a une urgence, entre guillemets, de mars prochain, c'est le consent mode, c'est le sujet du moment. Pour rappeler ce qui se passe un petit peu, on a une loi au niveau européen qui est le Digital Market Act, DMA, qui est une sorte de grande loi antitrust à l'européenne pour empêcher les GAFAM, plus TikTok, pour pas les citer, hein, parce qu'en gros c'est eux, mais ce qu'ils appellent des gatekeepers, des personnes, enfin des boîtes qui ont une grande influence sur le marché numérique, Ouais. de venir ouvrir leur plateforme. Donc déjà, vous savoir en tant qu'utilisateur, sans parler du professionnel, l'utilisateur déjà va avoir un impact dans son quotidien, entre guillemets, d'utilisation de ces outils-là. Ça veut dire, je suis sur un iPhone, demain, je ne serai plus obligé de télécharger uniquement mes applications depuis l'App Store. Je vais avoir accès à des fournisseurs d'applications tiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ok. anticoncurrentiel de se dire que si tu as acheté un iPhone, eh ben, si Apple refuse à une application, à une entreprise d'être référencée sur l'App Store, ça veut dire qu'en fait, il y a un droit de vie ou de mort. Et donc toi, tu n'auras pas accès à cette application-là. Déjà, il y a ça, et Ouais. puis tu as deuxièmement le fait que du coup, Apple peut se mettre des droits de commission qui sont à un tarif, et puis de toute Énorme, façon, ouais. tu pas le choix. Mm. Si tu veux être sur iPhone, tu payes tant. Donc ça, c'est pour Apple. Sur WhatsApp, alors je vais m'accrocher à dire le mot parce que je galère toujours, c'est l'interopérabilité, ce qui permet de pouvoir communiquer par exemple entre une messagerie WhatsApp et une messagerie Signal ou autre type de messagerie. C'est-à-dire quand tu as WhatsApp, tu pourras aller dialoguer avec un autre fournisseur de messagerie. Donc en clair, tu ne seras plus obligé d'avoir WhatsApp pour communiquer, enfin la personne sera plus obligée d'avoir WhatsApp pour communiquer avec elle. C'est plus un cercle fermé en mode si tu veux être sur Ouais, je vois. WhatsApp, il faut que les deux personnes ont WhatsApp. Et tout ça, c'est une suite en fait De de règles. règles qui sont établies au niveau européen. Ça va évoluer, tout le monde est en train un peu d'annoncer en ce moment. Et il y a Google qui a annoncé pas mal d'évolutions. Et une des évolutions qu'ils ont annoncées, parce que notamment, tu as aussi tout ce qui est transfert de responsabilité au niveau des données, etc. Ils ont dit, maintenant, euh, en gros, vous serez obligé d'envoyer un signal de consentement
lorsque vous envoyez une conversion Google Ads. L'intérêt de ça, c'est quoi? Pour Google, c'est de s'assurer qu'il y a eu un consentement demandé avant que la donnée soit récoltée. Le problème qu'il y a aujourd'hui, entre guillemets, problème, on va dire que la charge, elle est sur un annonceur. C'est-à-dire que si tu respectes pas le RGPD, toi, en tant que site, tu es passible de 4% de ton chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros d'amende. En gros, ça, l'amende maximale. Ça va pas forcément jusqu'à là. Mais ça, Ouais, c'est, j'espère que je me trompe pas dans les chiffres, mais il me semble que c'est bien ça pour les amendes. t'inquiète pas. Ok, Dans l'idée, la responsabilité, elle est sur l'annonceur. Là, il y a un partage de responsabilité parce que, avec ces évolutions de loi, en gros, on vient charger à Google, mais derrière aux autres, hein, ça va suivre sans doute, on vient charger à Google de s'assurer qu'il y ait bien eu consentement sur les données qu'ils récupèrent. bien Ce qui sûr. fait que Google, par contre, eux, s'ils risquent une amende, c'est des amendes à 8-9 chiffres, donc ils jouent pas trop avec ça. Ce qui fait que là, ils ont dit, OK, donc Google Consent Mode, à partir du 6 mars prochain, quand vous envoyez des conversions à Google Ads ou des hits à Google Analytics, vous devez envoyer un signal de consentement supplémentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le Google Consent Mode. On vient interfacer la plateforme de gestion de consentement avec Google Consent Mode. Moi, en tant qu'utilisateur du site, je n'y vois rien. Tu vois C'est-à-dire que rien. Ouais, tu vois rien, l'utilisateur, je vais dire. c'est pas une nouvelle popine en mode t'as Didomi, OneTrust, Acceptio, et puis en plus on vient te demander ton consentement supplémentaire. Non, non, ça Non, s'interface. non. En gros, le Google Consent Mode vient traduire les choix qui ont été faits sur la plateforme de gestion de consentement, et puis ce sera envoyé à Google Analytics, Google Ads, et aux balises Floodlight pour ceux qui utilisent des régies publicitaires de Google avancées. Ça permet aussi, et ça c'est un sujet un petit peu plus débattu aujourd'hui, c'est que il y a le Google Consent Mode basique qui te permet d'envoyer des données, quand l'utilisateur a consenti, et puis d'envoyer un signal de consentement positif donc. Et puis tu as un mode avancé qui te permet de déclencher les balises même lorsque l'utilisateur refuse le consentement, et tu envoies des pings anonymisés avec le signal de consentement qui est du coup en denied, en refusé. Là où c'est controversé aujourd'hui, alors, il n'y a pas eu de validation de la CNIL, mais la CNIL n'est pas un organisme qui valide les choses. C'est-à-dire que la CNIL, si un jour, par contre, ils invalident, ça veut dire ils viendront taper sur quelqu'un. La problématique avec le consent mode en mode avancé, c'est qu'il y a certaines données qui sont envoyées à Google, comme l'adresse IP, comme le user agent. Alors, le user agent, pour ceux qui nous écoutent, c'est en gros l'identifiant matériel. Est-ce que tu es sur Mac avec un navigateur Safari, sur telle version, etc. Donc, c'est des données qui peuvent Ouais, servir ouais, ce qu'on appelle du fingerprinting, de la prise d'empreinte. Donc, Google est capable de savoir si un utilisateur est venu à telle heure euh, sur le site, il avait les mêmes identifiants de machine, ou du moins les mêmes caractéristiques. Bon, bah, il va pouvoir savoir que l'utilisateur, c'était le même. Donc, ça pose problème aujourd'hui. J'ai envie de dire que quand on l'implémente, pour les annonceurs, demandez à votre DPO. Moi, j'ai des grosses boîtes avec qui je travaille qui le DPO a validé. Donc, j'ai envie de dire responsabilité du DPO de valider ça. Si demain il y a quelqu'un qui se fait taper dessus, bon bah il y aura un ajustement. Et puis bah si vous êtes agence, si vous êtes consultant, ne partez pas en disant bah j'implémente le Google Consent Mode en mode advanced direct sans consulter mon client, parce que derrière il peut y avoir quand même, on sait jamais, il y a quand même des choses ça demande à être validé par le client, enfin pas selon moi, ça demande à être validé par le client. Donc pour résumer, Google Consent Mode, j'envoie un signal à Google quand il y a eu consentement, ça c'est le mode ouais. basique. Je déclenche uniquement lorsque l'utilisateur donne son consentement. Et il y a un mode avancé qui permet de déclencher les balises Google Ads et Google Analytics et Floodlight dès lors qu'il n'y a pas consentement, même quand il n'y a pas consentement. Et du coup, on vient anonymiser les requêtes. Alors ça se fait automatiquement, c'est Google qui anonymise les requêtes, c'est pas moi qui les anonymise. Ça, c'est le sujet du moment Complexe. C'est ouais, complexe. complexe, Quand je t'écoute, complexe c'est parce complexe. que Franchement, à la croisée des chemins entre du tracking et de la technique et du juridique. C'est ouais, des c'est deux vraiment ça. trucs, ça peut aller très très vite en implémentation. Et moi, par contre, j'ai des clients où c'est beaucoup de gestion de projet. Est-ce que tu peux nous envoyer des infos sur ce qui est envoyé, pas envoyé? Est-ce que tu peux nous faire un loom ou
un texte qui explique et pour qu'on transmette à notre DPO. Donc c'est beaucoup de gestion de projet plus que l'implémentation qui est difficile en soi. Parce qu'aujourd'hui, si tu utilises les grandes CMP du marché, j'ai tout à l'heure Cookiebot, Sordata, OneTrust, Didomi, etc. Eux, ils ont une Ouais, intégration qui permet que le Google Consent Mode s'implémente très rapidement, hein. simplement très rapidement, ouais, c'est ça, c'est déjà ça. Mais bon, voilà, il y a quand même des demandes pour les plus gros comptes que tu as où te demande d'aller un peu plus dans le détail sur ce sujet. Ouais, Ok. c'est ça. Donc ça, c'est Donc ça, c'est un le... premier. Maintenant. Ouais, c'est le sujet vraiment actuel. Donc là, on enregistre ce podcast, on est le 19 février, ça va sortir justement, je pense, début mars. Donc voilà, voilà, il faut vite se C'est dépêcher, on va dire, le de se mettre en moment. conformité. Ouais. Et Et puis le après, risque qu'il t'en y as a d'autres, je d'ailleurs... pense. Ouais, Ouais, excuse-moi. dis-moi, vas-y. Non, Non, vas-y, je je t'en voulais prie. juste dire le risque qu'il y a à pas mettre en place ça côté Google, parce que c'est bien l'implémentation technique, etc. Le risque, c'est que Google, du coup, vous sucre la possibilité d'utiliser le suivi avancé des conversions et les audiences. Oui, ça c'est un problème. Ça Et c'est le un suivi problème, c'est avancé des super, super conversions, si on important. raccroche au wagon du début, c'est ce qui permet justement de pallier à la fin des cookies tiers. Donc, La fin des cookies tiers, ouais. autre sujet, bah, la fin des cookies tiers, on y est depuis le 6 janvier dernier. Il y a 1% des navigateurs Chrome qui ont plus de cookies tiers. Alors c'est un sujet sans être un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ok. hem, c'est un sujet dans le sens où on sait qu'il y a un changement qui arrive. Il y a des dispositifs qui sont mis en place. Alors, il y a la Privacy Sandbox, on appelle ça. Ça vient remplacer les cookies tiers sur Chrome. Attention, quand on parle de fin des cookies tiers, on parle de Chrome parce que la fin des cookies tiers sur Firefox, sur Safari, sur Brave, c'est passé depuis longtemps. Déjà le cas, La pas depuis Privacy longtemps. Sandbox, c'est Google qui met à disposition certaines API pour remplacer Heu, pour Oui. remplacer donc les cookies tiers, pour pouvoir cibler des personnes en fonction, par exemple, de leur centre d'intérêt et cetera. Mais ça n'impacte pas l'annonceur en tant que tel. C'est-à-dire que je suis une marque, je mets pas en place la Privacy Sandbox directement sur mon site. C'est les partenaires avec qui je travaille, Criteo, RTB, je sais pas moi, n'importe quelle régie qui utilise des cookies tiers, qui vont mettre en place des systèmes pour s'appuyer sur la Privacy Sandbox et qui vont demander Oui. potentiellement des choses spécifiques. J'ai eu un mail de Criteo sur un de mes clients la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, qui demande maintenant d'envoyer, être sûr de bien envoyer l'adresse email. Dans le cadre du dispositif passage Privacy Sandbox, bah, c'est hyper important pour eux. Normal, ils se basent plus sur des cookies tiers, donc l'email est d'autant plus important. Important, ouais, Donc c'est ça, ça, comme c'est tu disais vraiment au début côté de l'épisode. plateforme. Pardon? Comme tu disais au début de l'épisode. Que maintenant, Ouais. l'email devient nécessaire à être envoyé, maintenant que les cookies tiers sont en train de disparaître sur les navigateurs. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça et c'est pas impossible qu'il y ait des plateformes qui vont demander des choses spécifiques aux annonceurs. Donc j'ai envie de dire, faut rester proche de ces partenaires, publicitaires. Bon, un Facebook, un Google et cetera, j'ai envie de dire, il y a pas de doute, ils s'adaptent, ils ont les moyens pour. Oui. C'est plus quand on va passer par une plus petite régie publicitaire, un tiers, on fait du programmatique en direct et cetera. Bon, bah, faut être bien sûr de la technologie qui est utilisée en face pour le tracking parce que forcément, si ça s'appuie grandement sur des cookies tiers et qui s'adaptent pas à ces évolutions-là, bon, ça veut dire que les performances publicitaires, elles seront peut-être pas forcément bonnes. Le ciblage sera pas forcément bon. Donc c'est plus Bien sûr, ouais. s'intéresser, c'est poser les questions à son partenaire. Vous, par exemple, moi j'avais posé la question une fois à Criteo. Je leur avais dit, bon, vous poussez pas le server side. Criteo pousse pas le server side, par exemple. Ouais. Je leur avais Mhm. posé la question pourquoi. Il m'a dit, bah non, que eux ils ont un autre système avec la privacy sandbox, etc. Bon, soit, en soi. Bon, après, ça veut dire potentiellement il y a des pertes quand même. Technologie Peut-être que le derrière. fait de déployer le server side, c'est aussi un effort colossal pour eux, leurs clients, etc. Mais en tout cas, il faut essayer de challenger un petit peu les régies, savoir ce qu'il y a pour contrer la fin des cookies tiers, pour anticiper la fin des cookies tiers, pas la contrer. Et on va dire que c'est un peu le travail des prochains mois. Dans l'idée, dans la roadmap, il faut se dire, là on est le 19 février, dans 6 mois, là, les cookies tiers, on va avoir une dépréciation progressive, il faut se dire que ça sera terminé. Euh, En tout cas, novembre prochain, il n'y en aura plus. Donc, il va y avoir d'autres systèmes.
Mais aujourd'hui, Google Ads, fin des cookies tiers, Google Ads s'appuie pas sur des cookies tiers uniquement, s'appuie sur des cookies first. On parlait de l'adresse email. Toutes les régies, grosses régies publicitaires, sont déjà prêtes à Donc, ils se ça. sont déjà adaptés. On va Et pas oui, ils sont avoir déjà prêts, tu vois. Moi, ce que un je... downgrade énorme dans 6 mois des performances. Non, non, Faut pas écouter non plus tous les scénarios catastrophiques. Il y a d'autres sujets sur lesquels server-side, c'est important, mais c'est pas, faut pas se dire, voilà, faut absolument passer au server-side aujourd'hui parce qu'il y a la fin des cookies tiers. Donc, il y a d'autres. ouais, je comprends. Je comprends. Mais suivi avancé des conversions, par exemple, c'est quelque chose d'important. Et Google le pousse de plus en plus, par Je exemple. le pousse La même beaucoup, chose. ouais. Ouais, c'est vrai on a déjà audité des comptes où il n'y a pas le suivi avancé des conversions, donc on le note directement comme un point d'amélioration important. Hmm. Ok. Ensuite, au niveau des choses qu'il y a à faire cette année, bah alors, pour les très gros annonceurs, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont sur Universal Analytics 360. J'ai encore quelques clients qui ont accès à Universal Analytics jusqu'à juillet prochain, jusqu'au 30 juin Ah, je prochain. savais pas. En fait, Ok. il y a une version payante, donc qui a un certain coût, hein, qui varie en fonction du nombre de hits, du nombre de requêtes que tu envoies, qui a encore accès à Analytics, à Universal Analytics 360 jusqu'à juin prochain. Donc ces annonceurs-là, bah, ils se doivent de migrer vers GA4, forcément, le même travail que l'année dernière. Bon, pour la plupart, ils l'ont fait. Le seul truc, c'est qu'ils l'ont fait techniquement, mais ils sont pas encore passé à cette étape-là de monitorer directement sur GA4, tant Universal Analytics c'était quand même pas mal. Même si bon, il y a des intérêts à GA4 aussi, hein. Donc je dirais Hmm. que Q3 c'est pareil, c'est les vacances, hein. Donc c'est pas un moment qui doit être ultra chargé en termes de planning. Mais dans l'idée, ceux qui ont Universal Analytics, pensez à, bon, je pense que 360. ces Ouais. annonceurs-là sont bien accompagnés, hein, mais bien penser à passer à faire le switch. Et puis après, la fin du Q3, c'est la préparation de la fin d'année, être bien sûr de son tracking. Moi, je donne tout souvent en recommandation de faire des recettes régulières de son tracking. Je pense qu'on arrive sur septembre, c'est hyper important. Et puis, ça peut être une période de test aussi. Je disais, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un webinar avec Romain Baird d'Addingwell. Newell. Et je disais, mais c'est frustrant d'un côté. Alors, on va pas se mentir, en termes de travail, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets. Mais c'est quand même frustrant de se dire que depuis 2 ans, 3 ans, on est tout le temps à la traîne, enfin du moins à la traîne, à courir après des évolutions. iOS 14, comment on va faire pour s'adapter? Fin de GA4, fin de l'Universal Analytics, il faut migrer vers GA4. Les adblockers de plus en plus présents, il faut mettre en place le server-side. Ouais, Consent mode, réactivité, ouais. il Hmm. faut mettre en place. 2018, le RGPD, il faut mettre en place une bannière. Donc en fait, les annonceurs se retrouvent toujours Bannière, ouais. sous la contrainte du tracking. Bien Et sûr. est-ce qu'on se dit pas, en fin d'année, début d'année 2025, on shift un peu le truc, on espère qu'il n'y ait pas trop d'évolution technique, etc. Et on se dit, on essaye de faire du test sur du tracking. Au mieux de subir et se dire, je dois mettre en place le consent mode, je dois mettre en place ça, donc il faut que je débloque des budgets pour ça. À la place, on débloque des budgets pour aller expérimenter des choses. Expérimenter, par exemple, l'import de marge en temps réel, c'est un use case qui me plaît beaucoup, Ça euh, serait ouf, ouais. depuis GTM. Pour donner un peu comment ça fonctionne, euh, architecture serveur, on vient envoyer donc au serveur quand il y a un achat les différents ID donc du produit. Et puis on a une base de données qui est alors une base de données Firestore, c'est une base de données spécifique qui est Google, qui est extrêmement rapide. On vient stocker tous les ID produits de son catalogue et puis on vient mettre en face le prix d'achat ou la marge. C'est ça qui est génial. Ouais. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment génial. On vient interroger en temps réel l'ID produit. On va chercher sur un serveur la marge. On la récupère sur le serveur de tracking. Et puis, on vient défalquer ensuite tous les discounts parce que l'utilisateur, s'il utilise un code promo, il faut que ce soit défalqué de la marge, etc. Et ensuite, on vient remplir le champ valeur qu'on envoie à Facebook par la marge au lieu du chiffre d'affaires. Ça, c'est un use case, c'est génial. On l'a mis en place sur un ou deux clients, un et deux clients. Et ça a des effets qui sont assez intéressants. Par contre, c'est long à mettre en place. Ah, d'accord, ok. C'est vrai que moi, Parce enfin, que j'ai c'est compris pas le d'un- système en soi, ce que ça fait, mais j'ai pas compris comment tu le mets en place. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça te permet de calculer des POAS et plus des ROAS, parce que le Ouais, POS, c'est Profit on ouais, Ad Spend. pas de semaine, Et ouais. donc là, tu peux voir, en fait, tu peux isoler tes produits
qui génèrent le plus de marge et du coup optimiser sur ces produits-là en particulier via des campagnes séparées ou en coupant ceux qui ramènent pas beaucoup de profit. Et ça, c'est hyper intéressant. Par contre, question pour toi, parce que nous, on l'a pas expérimenté sur nos comptes méta, mais on aimerait bien le faire. Donc très chaud de le Ouais, mettre en place avec toi un jour si y a l'occasion pour certains clients. Est-ce que tu peux avoir quand même les deux, faire remonter le chiffre d'affaires et la marge? Normalement, oui. bien sûr. Ouais. Sur tous les Ouais. clients, sur alors les 2 clients sur lesquels on a mis en place, Que tu l'as fait, ouais, il y je a pas travaille tant que ça. on fait les 2. On met alors c'est Ouais. sur Google D'accord. Ads essentiellement qu'on l'a fait. On met en place une conversion, principale, chiffre d'affaires au début, puis on passe sur marge et c'est un shift qui se fait vraiment, petit à petit. C'est-à-dire que ton algorithme, tu lui envoies du chiffre Ah oui, d'affaires, aussi. par exemple, imaginons tu lui envoies, je sais pas moi, 15 000 100 € euros par par jour de commande. chiffre d'affaires Ok, ouais, ouais, et puis ouais. du jour au lendemain, tu lui envoies 4 000 Ah oui, c'est la marge. Ouais. Ça pour pose le même problème. volume de conversion. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose, faut faire vraiment progressivement. La mise en place technique en soi peut se faire rapidement. Moi, je travaille avec les développeurs quand c'est ça, parce qu'il faut quand même anticiper des choses. Il faut se dire que le catalogue produit que tu viens stocker sur Firestore, quelle est la vélocité de produit? Est-ce que tu es une marque où tu as une quinzaine de produits et puis tu as un nouveau produit qui sort 2 fois par an? Ou est-ce que tu as un catalogue produit de, je sais pas moi, 150 000 EAN 150 produits, ouais. ou, Ouais. et puis du coup, sur ces 150 000, tu en rentres 2 par jour. Ah, du coup, si tu en rentres, ça veut dire que tu dois actualiser le script et envoyer vers ta base de données le prix d'achat tout le temps, 3 4 fois par jour. Donc c'est plein de challenges à mettre en place, mais honnêtement, c'est beaucoup plus grisant, on va se dire, hein, de mettre en place ce type de use case que d'implémenter des plateformes de gestion de consentement, que Ouais. d'implémenter le consent mode aussi utile que ce soit et aussi nécessaire que ce soit. Mais forcément, aller sur Ok. ces use cases-là, c'est toujours plus intéressant parce que c'est pas qu'on joue à Hmm. l'apprenti sorcier, mais derrière, le client a une volonté de tester des choses. Ça se fait sur des clients souvent qui sont assez, j'ai pas envie de dire avant-gardistes, mais qui ont envie de tester des choses et envie de challenger leur attribution, leur acquisition. Ouais. Et du coup, il y a vraiment un effet test qui est sympa, on apprend beaucoup. Et sur ces sujets-là, on est à l'avant du train. C'est des sujets qui sont, J'allais dire, ouais. même si la technologie le Hmm. permet aujourd'hui, il faut pas oublier, c'est que les 3 quarts des annonceurs, ils ont pas l'API conversion Facebook. Alors là, on est en train de parler de marge. Ouais, t'imagines. Hmm. Mais dans l'idée, si on imagine le futur du tracking, c'est de se dire, oui, on pourra utiliser ces technos-là. Et d'ailleurs, une question que se pourraient se poser les personnes qui écoutent, c'est OK, mais pourquoi la marge, je la mets pas dans le data layer? Pourquoi je la mets sur un serveur distant? Bah, c'est parce que dans le data layer, on peut accéder très facilement. Le data layer, on y met la Et valeur modifié. Ouais. la valeur de conversion, etc. Mais moi, j'ai pas, l'utilisateur, s'il ouvre la console de développeur et puis qu'il voit la valeur produit qu'il vient d'acheter, bon, normal, s'en fout, il vient de l'acheter. Par contre, savoir combien je marge sur ce produit-là, bon, on peut demander aux annonceurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie, qui ont envie De raconter d'afficher. ça, de donner leur marge. Ouais, j'ai compris. Ah, ça, je Voilà. savais pas, j'ai compris. Ok. Ok. Ouais, donc comme tu Donc dis, voilà un peu c'est novateur. Ouais. Parce que moi, je t'interromps parce que je pense j'ai l'impression, après, pour ceux qui nous écoutent le remarqueront peut-être pas, qu'il y a un petit décalage entre, bah, quand toi, tu parles romain et quand moi, Oui, je te ouais. réceptionne. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression que je t'interromps. Mais, Non, ce que non, j'allais non. juste dire, c'est quoi? C'est assez, avant-gardiste, tu vois, le tracking, à la marge. Et que, comme tu dis, peut-être au Q4, ça peut être intéressant de le mettre en place peut-être un peu avant et de le déployer au fur et à mesure pour pas trop perturber tes algos. Oui, bah après on parle de Q4 parce que on imagine Oui. une, un plan linéaire de l'année. Après, on sait très bien que on va pas lancer forcément ce type de projet en production au Q4. Après, faut pas oublier, c'est que le Q4 pour les équipes techniques, euh, enfin, par exemple, Black Friday, Noël, ça se prévoit à l'avance, mais après, quand c'est lancé, c'est lancé. Il y a forcément des équipes qui sont mobilisées à fond sur les sujets d'acquisition à ce moment-là. Mais parfois, moi, j'ai des interlocuteurs qui, justement, ont une charge un peu plus faible à ce moment-là parce que le focus est donné au business et moins à la planification et moins on va dire, au temps de production effectif, à la mise en production de nouvelles features. Et Ouais, bien sûr, ouais. Tu peux typiquement, faire, je me dis, ces sujets-là, ça peut se préparer au Q4 pour lancer une en mise en 2025. production au Q1 ou Q2 2025. Hmm. Mais Q4,
quand j'étais en entreprise, c'était une période aussi où on a l'impression que tout s'arrête, mais c'est quand même une période où on prépare l'année d'après. On prépare les budgets, on prépare les plans, et justement, se dire, bah, l'année prochaine, on prévoit dans notre vision 2025 de faire des tests sur le tracking. On parle de marge, mais ça peut être enrichissement de données utilisateurs. Enfin, à partir du moment où en fait, on peut aller récupérer de la donnée externe, on peut imaginer tous les use cases. Ça peut être des dashboards aussi. Enfin, il y a plein de projets qui peuvent être à venir, qui seront beaucoup plus intéressants, je l'espère, que juste réagir à des contraintes technologiques, à des contraintes Mm. juridiques. Ouais. Et voilà, j'espère. Mais après, on n'est pas à l'abri qu'on ait une décision d'une CNIL européenne, un équivalent CNIL européen, une évolution technologique autre. Mais croisons les doigts pour que ce coup-ci, on prenne un peu la main sur nos enjeux tracking et analytiques. Ok. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup pour Merci tout à ce toi. partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi et éventuellement se faire accompagner? Alors, pour me retrouver, bah, LinkedIn essentiellement. Alors j'ai un site web là, qui est en train d'être refait actuellement, 19 février, donc quand vous écouterez le podcast, il sera tout neuf. Après, bah, on peut prendre un rendez-vous dans mon Calendly, qui est disponible sur mon site, sur LinkedIn. Me passer un message sur LinkedIn. Après, bon, j'ai une adresse email, hein, romain@trackanalyst.com. Voilà, je suis après, si on veut me contacter par n'importe quel, sur n'importe quel moyen que ce soit sur ceci. Et puis après, ça peut être pour échanger à propos de ça ou sur des enjeux spécifiques. Je suis toujours très ouvert, moi, d'échanger avec d'autres consultants, des agences. On s'enrichit beaucoup sur ces sujets-là et c'est toujours très intéressant. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup, moi, parler avec toi, Danilo, parce que ça me permet aussi, moi, d'avoir un feedback agence. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est technique. Mais c'est pas faire de la technique pour faire de la technique. Faut pas l'oublier. On met pas en place du server-side, on met pas en place GA4 juste pour la C'est beauté pour de le la business. technique et s'amuser. Derrière, il faut toujours penser qu'il y a le business derrière. Il faut toujours rester connecté à ça, se dire que les actions qu'on va faire doivent avoir un impact positif ou le moins négatif possible quand on parle de RGPD sur le business. Mm. Carrément. En tout cas, ton travail est très utile parce que je pense que sans toi, malheureusement, beaucoup d'annonceurs, malheureusement, peuvent pas scaler ou récupérer toute la donnée, pardon, dont ils ont besoin pour optimiser leur campagne. Donc voilà. Je te remercie en tout cas pour l'échange, c'était super de t'avoir. Bah, merci beaucoup à toi, Danilo.